sur le plateau de la rétro de l'actualité, cette fois-ci dans le volet éducation pour parler de ce présumé détournement qui secoue cette institution, notamment le ministère de l'Éducation nationale. Une autre invitée nous a rejoint, la personne de Madame Bénédicte Ngui. Vous êtes consultant à Gabon 24, analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est toujours un plaisir de prendre parole. Rectifier, je m'appelle Bénédicte Ngui. Bénédicte Ngui, merci. À nos côtés, vous étiez avec nous en première partie, Michel Ndon-Esso. Vous êtes également consultant à Gabon 24. Alors, messieurs, dames, cette affaire est-elle le symptôme d'un problème profond de gouvernance politique au niveau du ministère de l'Éducation nationale? Bon, ce scandale traduit tout simplement la négligence managériale ou encore l'absence d'outils digitaux ou bien d'outils spécialisés pour contrôler la budgétisation au sein de nos administrations, notamment le ministère de l'Éducation nationale. Et toutefois, moi, je bénis Dieu, ou bien encore, il faut reconnaître l'importance qu'a joué la grève des enseignants, parce que c'est à partir de ce mouvement de grève que l'État a décidé de faire des investigations approfondies sur l'état financier du ministère de l'Éducation nationale. D'où la révélation de ce détournement qui crée plus de malheur que de bien. Alors, c'est l'occasion pour nous de suivre cet élément. Courant l'année 2025, en raison de l'augmentation significative du budget prévisionnel des primes de vacation du ministère de l'Éducation nationale, un audit était réalisé par les agents du ministère de l'Économie et des Finances, de la dette et des participations chargés de la vie chère, lequel mettait en exergue des malversations financières, notamment dans les fichiers des bénéficiaires des primes de vacation de cette année. Informé de ces faits, le parquet de la République, par le biais d'un soit transmis, saisissait la direction des enquêtes économiques et financières de l'état-major des polices d'investigation judiciaire qui dévoilait, suivant les révélations de l'audit, le stratagème mis en place par les agents de la Direction centrale des affaires financières du ministère de l'Éducation nationale. En effet, il ressort des investigations menées qu'un dépassement de plus de 700 millions de francs CFA était constaté dans les fichiers des bénéficiaires des primes à la faveur de plusieurs personnes relevant la plupart de la direction ci-dessus citée. Le mécanisme mis en place consistait à la création des lignes budgétaires fictives dans le cadre de paiement de ces primes par virement bancaire ou par bon de caisse. Il y a lieu de noter que le système ainsi mis à nu existe depuis plusieurs années au point de devenir la norme. À ce jour, 25 personnes ont été entendues, 20 sont gardées à vue, 2 sont mises en confiance pour des raisons de santé. L'enquête se poursuit. Alors, le procureur de la République l'a dit, l'enquête se poursuit. Michel Ndon-Esso, peut-on revenir sur les faits? Bon, déjà, il faut rappeler que les compatriotes interpellés bénéficient jusqu'à ce jour de la présomption d'innocence, qui est un sacro-saint principe dans le monde du droit. Maintenant, sur les faits, je ne pense pas que le Gabon avait besoin de cela dans un pays qui est désormais tourné dans l'investissement. Je crois que c'est une actualité qui va ternir quelque peu l'image du Gabon, un moment où effectivement nous étions mobilisés pour accompagner le chef de l'État dans sa volonté de transformer le Gabon. Maintenant, ce que les faits disent aujourd'hui, c'est ce que les enseignants disaient déjà tout bas depuis plusieurs années. On le sait qu'il y avait des magouilles, des manipulations dans le calcul et dans l'attribution des vacations. Maintenant, qu'on aille jusqu'au bout de la logique, si on dit que les faits ne datent pas que de cette année, on parle de 700 millions pour cette seule année, ça veut dire que pour les années passées, le montant doit être plus conséquent. Maintenant, la logique voudrait effectivement que ceux qui étaient là avant, qu'on nous dise d'abord effectivement du nombre d'années concernées, si c'est 10 ans, et qu'on établisse la responsabilité de ceux qui étaient là, d'accord, à l'époque des faits. Parce qu'aujourd'hui, il y a une administration qui était précédée par une autre. Donc, il va quand même falloir qu'on soit logique et qu'on soit plus explicite. On doit communiquer tous les détails aux Gabonais. 700 millions, ce n'est certainement pas le chiffre, d'accord, si on étale la procédure au cours, enfin, pour les années antérieures. Maintenant, l'autre chose aussi qui me surprend, c'est le silence syndical.
Je vous rappelle que nous avions... Et est-ce que la tutelle était informée, la tutelle du ministère de l'Éducation nationale? Alors, je crois que ça, il n'y a que les enquêteurs qui peuvent le dire. Mais ce que je sais déjà, c'est que nous sommes dans une administration qui a quand même plusieurs syndicats, plus d'une trentaine de syndicats. À ce jour, aucune structure syndicale n'a pris la parole pour dénoncer ce qui est quand même une grave dérive. Pendant que les enseignants perçoivent 300 francs, 2000 francs, 5000 francs de vacations après avoir corrigé les examens, il y a des personnes qui reçoivent 20 millions, selon les dires. Êtes-vous choqué, Bénédicte Ngui? Franchement, je ne suis pas choquée, je suis ornie, j'ai honte. C'est-à-dire, au regard de cette actualité, on se rend bien compte qu'au Gabon, on n'est peut-être pas sorti de l'auberge, quitte aux malversations financières qu'on a longtemps décriées, même avant la Ve République. Vous vous rendez compte que on a gardé un mouvement de grève parce que les enseignants revendiquaient seulement les vacations de la correction de leurs examens, surtout avec les 500 francs, les 2000 francs, et aussi, regardez les conditions précaires dans lesquelles les enseignants travaillent. Il y en a beaucoup qui sont des bénévoles, qui ne perçoivent pas de salaire. On leur dit, il n'y a pas l'argent, on attend, il faut travailler avec le ministère de l'économie, on a fait des bons de caisse et tout, et ils écoutent ça, vous voyez que c'est un choc. On a l'impression que c'est un manque de respect, d'abord un manque de respect vis-à-vis de la population gabonaise, parce que la population gabonaise est parent d'enfants, vis-à-vis du corps enseignant, vis-à-vis du corps administratif. Donc vraiment, j'aimerais que l'État continue cette opération d'audit, pas seulement au sein du ministère de l'Éducation nationale, mais que ça s'étende à toutes les autres administrations. Exactement. Et aussi, lors du reportage, on s'est rendu compte qu'ils justifiaient cette surfacturation en prétendant qu'ils effectuaient des achats nécessiteux parce que c'est les biens et services qu'ils possédaient, en fait, qu'ils percevaient au travers de ces achats, n'étaient pas budgétisés dans leur comptabilité. Et pendant ce temps, il y en a qui ont perçu des 2000 francs, des 3000 francs, comme vous l'affirmez. Exactement. Donc, même la comptabilité au sein de l'administration publique n'est pas structurée. Des failles dans les mécanismes de contrôle? Bien sûr. Où sont les pièces comptables qui prouvent qu'ils ont fait des achats qui couvraient certains besoins pas prises en compte par la comptabilité, par la budgétisation annuelle de leur Alors, direction. Bénédicte, lui, évoque des failles dans le système de contrôle. Alors, aujourd'hui, peut-on espérer améliorer durablement le système éducatif gabonais, notamment dans la lutte contre la corruption? Non, une nuance. Là, nous ne sommes pas dans le système éducatif. Là, nous sommes dans le volet financier de l'État. Vous savez, c'est vrai que le scandale a été... dans le ministère de l'Éducation nationale. A été découvert, d'accord, dans ce ministère, mais ce n'est pas le ministère qui paye, c'est les services du budget. Il y a un impact. Il y a un impact. Je suis d'accord avec vous. Mais il va d'abord falloir, effectivement, qu'on décortique toute la chaîne de responsabilité. Est-ce que c'est les services du ministère du budget qui payent? Et au ministère du Budget, il est censé exister un service de vérification. On ne peut pas comprendre qu'on ait payé 20 millions à une chaîne d'études, mais enfin, à quoi correspond le bac? C'est qui? Le bac, c'est le jury, le bac, c'est le secrétariat, le bac, c'est la surveillance. Que faisait la chaîne d'études pour mériter 20 millions? À base de quoi lui a-t-on versé 20 millions? Donc, la responsabilité, elle est élargie au niveau du ministère du Budget aussi. C'est vrai, et elle a dit qu'il va quand même falloir que l'audit s'étende à d'autres administrations. Est-ce que les sanctions sont suffisantes au Gabon pour dissuader? Nous allons pouvoir le vérifier cette fois-ci, parce que si les éléments sont prouvés, je l'ai rappelé, ils ont droit d'être assistés par un avocat, ils ont droit à un procès équitable, si jamais on va jusque-là. Mais si les faits sont établis, madame, mais nous aurons le temps de vérifier tout ce qui nous a été vanté depuis l'avènement de la Ve République, c'est-à-dire une justice impartiale qui peut sévir sans état d'âme. Et nous espérons que si jamais ces compatriotes sont tenus responsables devant une cour, devant un tribunal, d'accord, que les sanctions à leur encontre seront exemplaires pour dissuader exactement d'autres voleurs tapis dans l'ombre dans d'autres ministères. Est-ce que c'est de cela dont il est question? Oui, je vois Bénédicte qui veut réagir. Je me dis comment un tel détournement peut se faire dans un département ministériel tout à l'insu du responsable de la tutelle de ce département ministériel. Je n'accuse personne, mais je prends le risque ou encore je décide de faire confiance à la justice de mon pays et j'espère que les enquêtes vont aboutir et que toute la chaîne de responsabilité... Il y a souvent eu des enquêtes qui ont été diligentées, mais dont on ne connaît pas l'aboutissement final.
Mais voici pourquoi c'est important de communiquer. C'est important, on a vu le communiqué tout à l'heure, c'est important de donner aux populations la suite ou les aboutissants des enquêtes. Parce que nous, on se pose des questions. Pourquoi nos enfants, pendant 9 mois, ils font cours 6 mois avec 3 mois de grève, 2 mois de grève? Nous aussi, on est quand même des victimes dans cette histoire. Les enseignants seraient laissés pour compte. Les enseignants seraient laissés pour compte, les enfants seraient laissés pour compte dans la mesure où ils ne reçoivent pas des cours, pendant 9 mois. Ce qui est nécessaire pour un enfant, c'est la période nécessaire pour l'apprentissage d'un enfant. Leur période d'apprentissage se voit coupée. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui décident de faire de la chose publique leur gain personnel. Donc, il faut vraiment que les enquêtes se fassent et que les mises en cause soient sanctionnées de manière juste, impartiale. Et que la justice pense d'abord, Gabon d'abord, qu'il n'y ait pas d'affinité, qu'il n'y ait pas de tel est proche d'eux. Non, on veut vraiment que la loi s'applique à tout le monde, donc selon sa chaîne de responsabilité. Je vois Michel Ndoyesso, oui, allez-y. Parce que elle a raison sur un pan de son intervention, mais attention, ne faisons pas une focalisation, d'accord, sur la personne enfin, sur le responsable administratif de ce ministère dans la chaîne de la dépense publique. Il y a l'ordinateur de crédit, certes, qui envoie, je parle en français facile, la facture, mais il y a surtout le comptable qui paye. Parce qu'en principe, on n'est pas censé payer une facture qui est ne serait-ce que mal rédigée, une facture où l'on constate effectivement qu'il y a surévaluation. Il y a une traçabilité. Très bien. Donc, s'il y a, et je suis clair là-dessus, s'il y a des responsabilités au niveau du ministère, au plus haut niveau, il faudrait aussi que ces mêmes responsabilités soient établies au niveau de la ministre du budget qui paye. Parce qu'on ne peut pas payer une facture qui est surévaluée. Que fait alors le service de vérification du ministère du budget? Il sert au moins à quelque chose, c'est de vérifier la conformité d'une facture qui est transmise par les soins du ministère de l'Éducation nationale. Donc, à ce niveau, et elle a raison, je la rejoins, les responsabilités sont établies de part et d'autre. Oui, Madame Bénédicte Ngui, il faut établir les responsabilités des uns et des autres, mais encore, il faut que l'État puisse mettre en place des sanctions dissuasives pour qu'aujourd'hui on parle plus de transparence. Mais, normalement, la transparence provient d'abord par la digitalisation. Nous sommes dans un état où les factures se transmettent en papier. Il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de traçabilité. On ne sait pas qui a émis la facture, d'où elle provient, pour quel besoin exactement. Là, on parle de manière générale parce qu'on n'a pas le détail des enquêtes. Donc, on n'a pas la nature des biens qui ont été acquis par cette surfacturation. Aussi, il faut qu'il y ait un service digital. Le service digital va permettre à ce que le comptable... La nécessité de digitaliser l'administration. La nécessité de digitaliser l'administration. Donc, il faut d'abord digitaliser l'administration pour que l'émetteur de la facture puisse être identifié, le libellé d'écriture de la facture puisse être identifié, les montants puissent être évalués et il doit avoir des proformas. Donc, si on demande à acheter un bien, par exemple, dans une entreprise, là, je n'ai pas envie de faire une publicité, il faut avoir une facture proforma de l'entreprise en question pour justifier l'achat qui doit être effectif. Et ça doit se faire pour garder la traçabilité archivage, donc en papier, mais surtout en numérique. Et il faut sanctionner lorsqu'il y a un achat qui n'a pas été prévu dans la budgétisation annuelle. Il faut qu'elle soit justifiée. C'est-à-dire si, en janvier 2026, on n'avait pas prévu acheter un ordinateur à l'enfant de la DG, il faut justifier cet achat. Et si l'achat n'est pas... Est-ce que vous êtes d'accord? Ça va aussi à les vacations. Les vacations servent à payer les enseignants qui ont corrigé le bac, les membres du secrétariat qui ont supervisé le bac et ceux qui l'ont surveillé. On ne peut pas justifier de tels détournements parce que ce n'est pas vous qui le dites et vous avez raison de le dénoncer parce qu'il aurait eu, d'accord, du matériel à acheter. Michel Ndoyesso, est-ce que vous acheter des biens et services qui n'étaient pas budgétisés, d'où la surfacturation. Donc, voici pourquoi je parle de traçabilité. Permettez, c'est moi qui mène le débat. Alors, Michel Ndoyesso, Madame Bénédicte Ngui, est-ce que vous êtes d'accord avec certains compatriotes qui disent qu'au Gabon, on n'a pas peur de voler? Bon, au Gabon, on n'a pas peur de voler. Nous sommes dans la 5e République. Au Gabon, on n'a pas peur de voler. Au Gabon, on n'a pas peur de voler. Ça, la 5e République date d'1 an et les détournements des deniers publics massifs se font
depuis les années 90. Ne rendons pas nouveau-né un problème qui date d'il y a longtemps. Et on a pour habitude de dire que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que la peau dure devienne molle? C'est lorsqu'on décide de la faire bouillir longtemps. Ou encore lorsqu'on décide de trouver des astuces pour ramollir la peau. Et comment faire pour ramollir la peau dure du vol ou des détournements des deniers publics? Il faut des sanctions. Et pas seulement, il faut respecter les sanctions qui doivent être établies. Celui qui vole, non seulement il va en prison, mais il a l'obligation de rembourser. Parce que c'est bien facile, tu voles 100 millions, tu vas en prison, tu caches ton argent quelque part, tu ressors, tu prends ton argent, ou bien tu fais des investissements, ou tu crées des comptes fictifs, ou des investissements fictifs. Qui ne portent pas ton nom. La personne qui vole rembourse avec des intérêts et des dommages qu'il a causés à la population gabonaise. Il faut des sanctions et surtout le respect de ces sanctions-là. Si on ne les fait pas, on va toujours rester dans des mêmes discours fallacieux. Au Gabon, on n'a pas peur de voler. On voit des personnes qui ont pour premier emploi des postes quand même à responsabilité importante, qui se retrouvent au sommet de l'État, qui se retrouvent en prenant le taxi aujourd'hui avec 10 Range Rover dans quelques mois. Ça, ce sont des contrôles d'audit qu'il faut faire même sur le patrimoine des ministres qu'on nomme aux responsabilités étatiques. Il faut budgétiser, il faut contrôler le patrimoine, il faut contrôler le budget alloué au département ministériel et veiller à ce que ce budget soit respecté. En fait, c'est ce qu'il faut faire, sinon on va toujours rester dans les mêmes travers. Et donc, la situation aujourd'hui au niveau du ministère de l'Éducation nationale est l'arbre qui cache la forêt. L'arbre qui cache la forêt, ce n'est pas une situation isolée, mais je voudrais quand même répondre en peu de mots, certes, à la même question. Pourquoi au Gabon, n'a-t-on pas peur de voler? Mais parce qu'on voit des voleurs en liberté. Bien sûr. On voit des gens, effectivement, qui ont puisé abusivement dans les caisses de l'État en liberté. On voit des gens qui sont allés faire un tour en prison et qui sont ressortis en narguant même la justice. On voit une justice aussi qui n'a pas forcément les mains libres. Parce qu'au Gabon, il faut le dire ici, ça dépend de quelle proximité vous avez avec le pouvoir. Il y a des gens qui, juste d'une certaine immunité, qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent au vu et au su de la population, d'accord, sans avoir des comptes à rendre. Maintenant, c'est le défi de la Ve République et ne date que d'un an. Elle a raison, ce n'est pas du fait de cette Ve République si les gens volent au Gabon, mais c'est de son ressort d'établir l'exemplarité. C'est de son ressort désormais de punir avec la manière. Parce que si un voleur est puni avec la manière, effectivement, la punition a pour but de dissuader l'autre voleur. Donc, tant qu'il n'y a pas cette punition exemplaire, d'accord, il n'y aura jamais de crainte de voler au Gabon. Ce qui se passe aujourd'hui dans ce ministère se passe certainement ailleurs, sauf que là, on parle des ministères et pendant qu'on met la décaf du ministère de l'Éducation nationale sous pression, il y a peut-être d'autres décafs ailleurs qui sont tentés d'effacer les preuves. Je ne sais pas de quoi je parle, mais je souhaite quand même que le livre soit élargi. Et vous êtes responsable de vos propos, Michel Ndonyesso. Merci à vous, Michel Ndonyesso, consultant, politologue. Merci d'être passé sur le plateau de la rétro, de l'actualité. Et aussi, merci à Madame Bénédicte Ngui. Vous êtes également analyste politique, consultant pour Gabon 24. Merci d'être passé sur le plateau. Le temps pour nous d'aborder un autre secteur essentiel, la santé, avec le nouveau code de la santé qui ambitionne de moderniser le système sanitaire. Mais entre les textes et la réalité du terrain, les défis restent nombreux. Je vous propose cet extrait. Le Gabon s'est finalement doté de son tout premier code de la santé. Très bonne nouvelle pour le système sanitaire gabonais, mais c'est quand même un vide juridique qui a persisté durant plusieurs années. Comment comprendre cette situation? Il faut dire que toute chose arrive à point nommé. Pendant longtemps, dans notre pays, il semble que la problématique de la performance n'a pas été à l'ordre du jour. D'accord. Il n'y avait donc pas une obligation de résultat pour l'administration. Or, quand vous voulez parler de performance, vous devez vous assurer que votre dispositif de gouvernance institutionnelle permet la performance. En d'autres termes, il est aujourd'hui demandé, et ce n'est pas spécifique au ministère de la Santé, à toute l'administration gabonaise de parachever son dispositif de gouvernance afin de s'assurer qu'on peut aller vers la performance. Pour revenir sur l'absence du code, c'est que ça permettait une forme de pilotage à vue sur un certain nombre de domaines. Lorsqu'on a voulu introduire, par exemple, tout ce qui est fécondation in vitro, procréation médicalement assistée, on s'est rendu compte qu'il y a effectivement un vide juridique. Il y a des problématiques telles que l'accompagnement en fin de vie qui sont réelles pour les praticiens dans les structures hospitalières. On s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas
de cadre juridique pour encadrer cela. Il y avait donc des limitations. Il y avait des limites et ça faisait qu'il y avait une forme d'arbitrage qui était faite au cas par cas, alors que ce sont des domaines qui doivent être normés par la loi pour indiquer le chemin à suivre. De retour sur le plateau de la rétro de l'actualité avec d'autres invités maison. Il s'agit de Vanessa Tsougou. Vous êtes présentatrice à Gabon 24, journaliste spécialiste des questions de santé. Merci d'être passée sur le plateau de la rétro. Alors, à mes côtés, Gaël Mapessi, vous êtes journaliste de sport, présentateur également. Merci d'être passé sur le plateau de la rétro de l'actualité. Avec vous, nous allons parler du mondial. Merci, Michel Nseni. C'est toujours un plaisir de placer sur un plateau de Gabon 24, surtout quand on parle de sport. Merci également. Alors, Vanessa Tsougou, nous venons de suivre cet extrait qui aborde le nouveau code de la santé, les enjeux de sa mise en œuvre. Alors, ce code, que régit-il et à qui s'adresse-t-il ? Oui, le code, il s'adresse à tout le monde. Premièrement, aux professionnels de la santé, ensuite aux patients et aux usagers qui renferment tout le monde. Ça veut dire quand vous accompagnez votre parent à l'hôpital, vous êtes un usager. Si vous êtes une personne de bonne volonté sur la route qui venait en secours à une personne mise en danger, peut-être qui a eu un accident, vous êtes un usager. Donc ça englobe tout le monde est concerné par le code de la santé. Et maintenant, que régit-il? Le code, il faut savoir qu'il est composé de 4 livres et de plus de 800 articles. Il y a différents compartiments. Le premier livre encadre les fondements organisationnel, institutionnel également, définit le rôle pilote du ministère de la Santé et des ministères, des autres ministères concernés. Le deuxième encadre les activités et établissements spécialisés, les régit les structures de recherche, l'offre globale et ainsi que l'exercice des professionnels de la santé. Le troisième livre encadre les menaces sanitaires et transversales. Donc, il s'agit des pandémies telles que Covid-19, chikungunya, etc. En ce moment, par exemple, au Congo, on parle d'Ebola. Voilà, il faut donc préparer, encadrer tout cela. Et face à cela, donc, il y a l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux qui va être mis en place. Donc, ça englobe également les affections iatrogènes et il est adossé à un fonds financier spécifique dont le mode de fonctionnement et les règles d'attribution sont fixées par une réglementation bien donc spécifique et tout cela sera mis en place au fur et à mesure. Donc ce sera quelque chose vraiment qui viendra, c'est comme une bouffée d'air, hein, parce que il y a eu beaucoup de plaintes dans ce sens-là et les Gabonais se demandaient, on est un peu laissé pour compte, qu'en est-il? Et vraiment ça viendra régler beaucoup de situations. Alors, le texte a finalement vu le jour. Qu'en est-il des mécanismes de vulgarisation? Vulgarisation, alors il y aura des campagnes de sensibilisation. Ça passe aussi également par des plateaux tels que celui de la rétro et également par le bouche à oreille, beaucoup plus par le bouche à oreille. Les experts sanitaires, disons les autorités sanitaires préconisent de pouvoir vulgariser autour de nous, sensibiliser. Et très souvent, on dit que l'intérieur du pays est laissé pour compte. Est-ce qu'il y a des campagnes qui seront prévues dans l'arrière-pays? Il y aura effectivement des campagnes dans l'arrière-pays, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le code a été publié dans le journal officiel depuis le 15 avril 2026. Et donc, c'est possible de pouvoir s'en procurer déjà et de pouvoir prendre connaissance, parce que c'est important. C'est un code qui met en avant les droits des travailleurs, mais également de tous les Gabonais, qui donc met en avant l'accès aux soins, qui améliore l'accès aux soins. Et c'est important de prendre connaissance de tout cela. Merci à vous, Vanessa Tsougou. Vous êtes venue nous parler de la vulgarisation du Code de la santé, enjeux et mise en œuvre. Merci d'être passé sur notre plateau. Le temps pour nous de parler de sport. Regardez. Le sport, et plus particulièrement le football, s'affirme comme un puissant levier de diplomatie sur la scène internationale. Capable de fédérer les peuples autour d'émotions partagées, il constitue également au niveau local un véritable outil de cohésion sociale. Dans ce contexte, le football gabonais marque un tournant historique. Pour la première fois depuis Jean-Fidèle Diramba en 1990, 3 arbitres gabonais ont été sélectionnés par la FIFA pour officier lors de la Coupe du Monde 2026.
Pierre Atcho, accompagné d'Amos Abeng et Boris Ditsoba, la Coupe du Monde dépasse le simple cadre sportif pour devenir un vecteur d'enjeux colossaux, diplomatiques et culturels. Conscients de cette responsabilité, les 3 arbitres ont été reçus par le président de la République qui leur a prodigué des orientations afin de mener à bien leur mission lors de la 23e édition de la compétition. Celle-ci se déroulera exceptionnellement dans 3 pays, le Mexique, le Canada, les États-Unis, et réunira 48 sélections nationales. Ce trio d'arbitres gabonais porte ainsi l'espoir et la fierté de tout un pays. Rappelons que le football est bien plus qu'un jeu, c'est un pont entre les peuples et un symbole d'excellence nationale. Le Gabon a participé à la Coupe du Monde, aux éliminatoires de la Coupe du Monde, comme tous les pays du continent. Et nos arbitres également ont participé aux éliminatoires de cette Coupe du Monde. Maintenant, pour la sélection des arbitres pour la Coupe du Monde, le Gabon a eu l'honneur d'avoir 3 arbitres retenus parmi les arbitres qui vont officier dans cette compétition. La Coupe du Monde représente un véritable moteur de développement pour le football. Elle pousse les fédérations nationales à moderniser leurs structures de formation, attire des investissements vers le football local et offre aux joueurs l'opportunité de se révéler sur la scène internationale. Le Gabon se retrouve aujourd'hui à un tournant qui nécessite de restructurer et de donner un souffle nouveau à l'équipe nationale afin de lui permettre de rivaliser efficacement lors des compétitions internationales. Cela implique non seulement un renforcement des infrastructures et de la formation, mais aussi un accompagnement stratégique des talents locaux pour qu'ils puissent atteindre pleinement leur potentiel. Nous sommes en reconstruction. Les joueurs majeurs de notre équipe nationale qui sont en fin de cycle vont, je dirais, nous lâcher dans quelques années. Donc la mission qui est la nôtre avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est de faire en sorte que les compétitions locales prennent de l'ampleur et que nous fassions une détection de nos jeunes qui sont à l'extérieur pour pouvoir les enrôler et relancer cette équipe nationale. Voilà. Donc je pense que les plus hautes autorités nous accompagnent dans cette politique de développement du football, et particulièrement de nos équipes nationales. Le chef de l'État, Brice Clotaire Oly Nguema, a fait du sport un levier stratégique de cohésion sociale, de santé publique et de développement national. Sa politique s'articule autour de la construction d'infrastructures sportives de proximité, de la promotion et de l'accompagnement des jeunes talents, ainsi que de la modernisation et de la restructuration en profondeur du secteur sportif gabonais. À travers ces actions, il entend favoriser l'inclusion sociale, encourager la pratique sportive pour tous et renforcer le rayonnement du sport gabonais sur les scènes régionales et internationales. Gaël Mapessi, la Coupe du Monde s'est ouverte hier, jeudi 11 juin 2026. Le Gabon a 3 arbitres, comme nous venons de le suivre. Une fierté nationale? Fierté nationale, même si on aurait quand même espéré et voulu que le Gabon, par son équipe nationale, soit également représenté. Il faut quand même dire que on était à 90 minutes de pouvoir espérer et rêver participer à la Coupe du Monde pour la première fois. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On est tombé sur une équipe du Nigeria plus expérimentée que nous, qui finalement, au barrage, a dû se débarrasser de nous, même si c'est difficilement parce que c'est au tir au but. Mais là, on a 3 représentants du Gabon. Ce n'est pas à négliger, c'est toujours important. Ça fait que le drapeau gabonais va être représenté par ces 3 arbitres, notamment, et ça fait on engrange aussi de l'expérience, notamment pour Pierre Atcho, qui lui a déjà discuté pas mal des phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. Et lorsque vous parlez du corps arbitral gabonais, nous avons cette pensée-là pour cet arbitre somalien, une polémique qui a été interdit d'accéder au territoire américain. Alors, ce mondial est un tout petit peu entaché de polémiques. Entaché de polémiques, mais après, il faut dire qu'il y a aussi des vérités qui sont là. Il y a des pays qui ne sont pas forcément en bon terme avec les États-Unis, avec les États-Unis principalement. Et donc, on parle de l'équipe iranienne également. Voilà. Et donc, du coup, les États-Unis, qui a une politique un peu pro-nationaliste, protectionniste, a
fait en sorte que des règles qui se sont fixées bien avant même d'accueillir la Coupe du Monde soient toujours là. On a donné l'impression que c'était des voleurs. Franchement, ce n'est pas et même des supporters également, même des supporters, qui ont justement, été notamment de la Côte d'Ivoire. Plusieurs supporters ont été interdits d'accès au niveau des États-Unis. Ça va être difficile parce que ces équipes africaines-là, nous, quand on parle de football, c'est une véritable fête en Afrique. Mais là, on va devoir faire la fête seulement devant nos petits écrans parce que beaucoup, malheureusement, de supporters ont été interdits d'accès. C'est l'occasion pour nous de revenir, puisque la compétition est déjà lancée sur ce match entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Gaël Mapessi. Un match, franchement, qui ne nous a pas forcément emballé. On n'a pas vu de grosses équipes. On n'a pas véritablement vu un match avec un niveau Coupe du Monde. Mais bon, le Mexique était chez elle, elle a fait le job, elle a pris les 3 premiers points de la compétition. Et puis, il faut rappeler, puisqu'on reste sur ce match, Michel Seni, parce que jamais lors d'une phase finale, sinon des matchs d'ouverture du Coupe du Monde, on avait enregistré 3 cartons rouges. C'est arrivé hier, c'est historique. Une première. Il faut également rappeler, puisqu'on reste dans l'histoire, Michel Seni, on se souvient, lorsque la Coupe du Monde avait été organisée en 2010 par l'Afrique du Sud. Le match d'ouverture de cette Coupe du Monde-là, c'était déjà Afrique du Sud-Mexique. Mais heureusement pour l'Afrique du Sud, c'était des matchs nuls à cette époque-là, en 2010, 16 ans après. Le même match se reproduit. On ouvre la Coupe du Monde avec cette affiche Afrique du Sud-Mexique. Malheureusement, ça n'a pas été pour les Bafana. On espère qu'elles vont pouvoir se relancer pour la suite de la compétition. Et nous refermons cette chronique avec cet hommage à Irondo Moussavou-King, à une panthère qui vient de s'éteindre. Une autre panthère qui vient de s'éteindre, et donc ça fait forcément beaucoup de mal à notre football. Déjà, nos anciens sportifs se sont battus au nom de la République à cause de beaucoup d'entre eux. L'hymne national du Gabon a retenti un peu partout dans le monde, pour parler par exemple d'Anthony Obama, lui grâce à qui le Gabon a été mis sur un piédestal assez haut avec le taekwondo. On a également notre star qui, heureusement pour nous, est encore en activité, Pierre-Emerick Aubameyang. Je pense qu'il va falloir mettre en place des politiques qui davantage valorisent ces différents athlètes. Merci à vous, Gaël Mapessi. Merci d'être passé sur le plateau de la Rétro de l'actualité. C'est toujours un plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est ici que s'achèvent ces 52 minutes consacrées à la rétrospective de l'actualité nationale. Nous avons abordé la politique, l'économie, l'éducation, la société, la santé, le sport. Je vous retrouve pour un autre numéro. À bientôt sur Gabon 24.